Une rencontre avait lieu samedi 11 décembre 2021 à la librairie Ombre Blanche avec Myriam Anisimov, romancière et biographe, Romain Gary, Primo Levi, Vassili Grossman, à l'occasion de la publication aux éditions du Seuil de son roman intitulé « Oublie-moi 5 minutes », un hommage non seulement à sa mère, mais aussi au monde poétique et pauvre des rescapés du génocide des Juifs par les nazis. Bienvenue à tous et à toutes. Il y a des messieurs, oui. Bonsoir à Myriam Anisimov qui vient d'arriver. Dans une foule, avec une effervescence extraordinaire, puisque Toulouse est très... En plus, me dit Hélène, il y a une manifestation en même temps, et Hélène, bon, a eu quelques problèmes avec son sac. On a du mal à arriver là. Hein. Voilà, on a du mal à pénétrer et à marcher. C'est très compliqué, il ne faut pas être handicapé, mais c'est difficile en ce moment. Bon, bien, écoutez, je suis ravi de retrouver Myriam Anisimov, dont j'avais fait la connaissance. Bon Dieu que le temps passe, ça ne se rappelait pas très bien, moi non plus, mais enfin, bon, je me rappelle très bien de votre livre en tout cas, parce que vous en reparlez. Ah oui, je me rappelle de votre livre, de notre échange qui avait été particulièrement riche. Je me rappelle d'un petit détail d'ailleurs. Vous aviez dit à un certain moment que vous étiez très heureuse parce que la famille de Grossman vous avait remercié parce qu'elle avait, pour la fidélité à votre livre, vous voyez, c'est un petit détail qui m'a marqué. Et il est question beaucoup il est question de Grossman d'ailleurs dans votre livre, de Brodsky, on va en parler. Alors ce livre, moi, j'espère pouvoir vous faire partager mon enthousiasme pour sa lecture. Je l'ai beaucoup aimé. Peut-être qu'il y a une question de génération aussi, un certain nombre de choses que j'ai retrouvées dans la chanson, dans la publicité, bien qu'une petite différence d'âge nous sépare. Pas tant que ça. Quelques années, dirons-nous. J'ai retrouvé des choses et c'est un livre en fait qui m'a beaucoup parlé. Voilà, qui m'a beaucoup parlé. Alors le titre, en plus, c'est un titre choc. C'est une bonne idée ce titre. Alors. Je voudrais dire d'emblée quelques mots de présentation. C'est pas un livre de deuil, pas du tout. C'est un livre d'agencement personnel, je dirais, de vos souvenirs, de montage en quelque sorte. Vos propres souvenirs d'enfance et d'adolescence qui sont très présents. Bien sûr, votre histoire familiale, votre père, votre mère, qui s'entremêlent étroitement avec votre propre histoire, qui a été marquée, bien sûr, tout le monde le sait, par un passé tragique, le passé de la Deuxième Guerre mondiale, la condition de juif de vos parents, qui les a conduits de l'exil, misère, exil, déplacement, c'était un peu ce qu'on trouve dans les livres, pendant une bonne période de votre vie, vers la France, puis vers la Suisse, puis vers retour vers la France, et même avec, à un certain moment, une perspective vers l'Argentine. Alors, avec effectivement le souci c'est l'ordre de fuite, de fuir la misère, l'exil. Alors, il y a deux choses que je voudrais dire simplement. C'est que on voit tout de suite, quand on lit votre livre, il était important pour vous de l'écrire. Parce que mémoire et récit s'entremêlent, c'est extrêmement important. Et quand on mêle les deux, on associe, qu'on les associe, c'est important pour vous et pour ceux à qui vous vous adressez d'une certaine manière. Et la deuxième chose que je voudrais dire aussi, vous le dites vous-même, c'est que tant qu'on continue à entendre la voix des disparus, ils ne sont pas vraiment morts. Voilà. Donc en fait, ce qui me semble, c'est que c'est un livre d'amour, tout simplement. Ah. Enfin, quelqu'un qui comprend mon livre. Voilà, un amour. C'est un livre d'amour. C'est le mot amour. Alors, amour captif d'un certain côté, vous en parlez beaucoup, d'amour. Vous demandez d'amour permanent, mais un livre d'amour, c'est ce que j'ai retenu de sa lecture. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette vision que j'ai, parce que je l'aurais mis en tête du livre, moi. C'est un livre d'amour, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord ? Absolument. Non, parce que il y a certains lecteurs qui ont trouvé le livre cruel et c'est pas vrai du tout. Enfin, c'est effectivement un livre d'amour, mais l'amour, c'est pas une chose simple, c'est pas une chose limpide, c'est pas, comment dire, c'est pas une série télévisée, quoi. L'amour, c'est une réalité charnelle. Et donc, effectivement, j'ai pas raconté, j'écris pas des romans, comment dire. Non, je ne veux pas citer des gens. Donc, c'est pas Harlequin. Donc voilà, non, j'écris donc c'est plutôt un livre vrai. Et donc les relations entre parents et enfants dans cette période historique, ça ne pouvait pas. Je crois que les gens qui ont dit que c'est un livre cruel font une faute chronologique, c'est-à-dire historique, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte que je parle d'une époque
qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Actuellement, on voit les relations entre les parents et les enfants de façon très différente, Oui. même d'une manière étonnante. Et par ailleurs, dans une période comme celle de la Deuxième Guerre mondiale, les gens, enfin mes parents, qui étaient donc très très jeunes à l'époque, c'était des tout jeunes gens, ils étaient surtout préoccupés à sauver leur vie et à sortir de cette misère épouvantable. Donc, c'était pas le confort qu'on connaît aujourd'hui et toute la psychologie qu'on applique aux enfants. C'était c'est surtout une autre réalité, quoi. Voilà. Oui. Alors, ce qui est frappant, il y a un mot qui me vient aussi en tête tout de suite, c'est que vous avez voulu toujours épater votre mère. Et ça a été vraiment un combat permanent pour vous, l'épater. Alors, on sourit aussi en lisant votre livre à certains moments, quand vous voulez présenter Modiano, à certains moments, que dit, mais non, mais il fait esprit de bégayer. Donc, effectivement, l'épater, c'était particulièrement difficile. Oui, j'ai une mère s'il n'y avait pas eu la guerre, je ne serais pas née, sans doute, d'ailleurs, parce que ma mère était une personnalité extrêmement forte, une femme brillante, cultivée, prodigieusement intelligente et rapide. Donc elle n'avait pas beaucoup de temps. D'abord, elle était une héroïne, déjà d'avoir sauvé son père, son petit frère, son mari. Et puis, cela dit, je les ai sauvés puisqu'ils ont pu passer en Suisse parce qu'elle était enceinte. Donc c'est un échange de bons procédés. Mais je dois dire que c'était difficile de trouver grâce aux yeux de ma mère. C'est pas un défaut. Elle était exigeante, mais à un point extraordinaire. D'abord parce qu'elle avait un père qui était une terreur et parce qu'elle avait elle avait fait une scolarité en Allemagne. Et je crois que c'est très important parce qu'elle avait un goût de la perfection, vous voyez, des choses bien faites. Des choses bien faites. Et donc, c'était ça ou rien. Et donc, cela dit, je lui dois peut-être le fait d'être écrivain, parce que j'étais, comme enfant, un peu dans le brouillard, perdue, ailleurs, je ne sais pas bien où. Et elle m'a tirée de là comme une forcenée. Oui, elle était une forcenée, c'est-à-dire... elle avait décidé que j'y arriverais et voilà, elle a mis les moyens qu'il fallait. Non, mais c'était dur. Je dois dire que enfin, je l'ai vécu comme quelque chose de dur. J'ai commencé à émerger, disons, vers 14 ans, à peu près, de cette espèce de confusion, d'insatisfaction qu'on lui inspirait d'ailleurs avec ma sœur. Je crois que d'abord chez les juifs polonais et les juifs ashkénazes, il faut être ou docteur ou dentiste ou avocat oui, professeur d'université évidemment. Enfin, ça c'est sortir, passer du ghetto à l'ascension sociale et justement ce que la France a donné aux émigrés. Je crois. Voilà, s'ils en profitaient maintenant... Si l'école n'était pas tombée si bas, ça serait drôlement bien. Donc, elle nous a fait profiter de ça. Et c'était une école très... Il faut dire qu'à l'époque, les études étaient élitistes. C'était dur. On nous notait sec. Et si on n'était pas bonne, on était éjecté. Donc, c'est ça qui est fait que si on n'était pas brillant d'emblée, ce qui était mon cas, c'était rude. Mais il y avait d'autres aspects. Enfin, ma mère était perfectionniste à 360 degrés. C'est-à-dire, pas seulement pour qu'on fasse des études dignes de ce nom, mais qu'on soit impeccablement propre, ordonnée, obéissante, enfin tout. Donc, c'était dur. Il fallait remplir tout ça. Voilà, et elle n'avait pas beaucoup de temps à nous consacrer en même temps. Enfin, elle faisait le maximum, parce qu'elle-même, elle travaillait comme une brute. Elle a vraiment... C'est pour ça que c'est vrai que c'est un livre d'amour, parce que je prends toutes choses égales. Ma mère a eu une enfance de Cosette, on peut dire. Et d'ailleurs, mon père, qui était écrivain de langue yiddish, s'il ne s'était pas tué en voiture, voulait écrire un livre sur ma mère. Sur son enfance épouvantable, mais la sienne à lui était encore pire, alors, puisque c'était en Pologne, donc c'était encore 10 fois pire que ce que ma mère a pu vivre.
Alors, vous avez eu une enfance stalinienne. Dès le Ça, début de votre livre, on le voit. Hein. Oh, bah, écoutez, pour C'est- les gens qui lisent, vraiment, c'était un trait d'humour, parce que c'était sur le modèle de la recherche du temps perdu. Donc la première partie s'appelle Du côté de chez Staline, et la seconde partie s'appelle, oui, puisque ma maman, donc jusqu'à ce que mon père et malheureusement meurt à 43 ans d'un accident de voiture, on a vécu dans une famille communiste pure et dure. Mais vraiment, ma mère avait la foi de ses ancêtres. Au lieu de croire au Messie, elle croyait à Staline. Mais quand ma mère croyait à quelque chose, elle était plus vigoureux. Mon père était aussi comme ça, mais il avait un tempérament plus doux, il était plus conciliant. Donc, mais ma mère, c'était des grandes odes à Staline. Elle y croyait pure et dure. Il ne fallait pas la contredire là-dessus. Donc j'ai eu toute cette enfance où j'ai eu une espèce de culture, même littéraire, puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens comme moi qui ont été obligés de lire Les drapeaux sur les tours, ce fameux roman d'éducation qui prétendait, enfin on vendait ça beaucoup à l'étranger, hein. Vous savez qu'à Moscou, il y avait des équipes de traducteurs qui traduisaient pour l'étranger la littérature soviétique. Il y avait des immenses équipes de traducteurs qui traduisaient au maître comme ça. Et là, c'était le pédagogue qui prétendait prendre les délinquants et en faire des communistes modèles, des pionniers. Et donc, c'était l'histoire d'un camp de rééducation, mais idyllique, hein, c'est-à-dire comme le voyage que Gide a fait avec Chiffrine, où on leur a montré les belles choses. Donc, j'ai donc lu tout ce que ma maman me faisait lire, et je crois que j'ai mis 1 an à lire ce machin qui était gros comme ça. Je comprenais rien du tout. Et puis, elle m'a fait lire La Moisson, enfin des choses comme ça, tous les livres. Et puis donc, la deuxième partie du livre, c'est un renversement total, puisque ma mère, comme c'était une assez jolie femme, et surtout extrêmement séduisante, elle a trouvé l'amour assez rapidement. Et donc, c'était, si vous voulez, un retournement extraordinaire, puisque elle a vécu avec un brave Français. Mais pour nous, c'était exotique, hein, c'était le contraire. Qui était un provincial d'une toute petite ville industrielle de la Saône-et-Loire. Il était l'homme riche du coin parce que toute la famille possédait une petite galerie Lafayette, si vous voulez, au plaisir des dames, où on vous habillait de la naissance au cercueil. Il y avait tout, il y avait les couvertures, les draps, tout. Enfin, c'était extraordinaire. Et lui, c'était un jeune homme, il était beaucoup plus jeune que ma mère. Il était fou, amoureux de ma mère. Et donc, il lui a offert ce qu'elle n'avait jamais connu, c'est-à-dire le confort des choses inouïes. Donc, du côté de chez Fouillet, ça s'appelle, ça a été le renversement. C'est là que j'ai commencé à vraiment comprendre la France. Puisqu'il élevait un cochon tous les ans, il faisait des saucissons et du jambon, il était le président des commerçants de sa ville, alors il y avait des fêtes, alors il faisait toutes les fêtes. Enfin, vous voyez, c'était des choses auxquelles j'étais complètement... c'était très exotique, hein, pour nous. Et en même temps, je le méprisais un peu, parce que j'avais vécu au milieu des livres, quand même. Mon père écrivait, je voyais mon père écrire et publier. Ma mère, qui était une grande lectrice, donc c'était des intellos communistes, juifs, polonais. Typique. Genre Josiane Balasco, elle a raconté ça aussi dans un film. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvée avec un monsieur qui lisait que Gérard de Villiers pour les patatracs, comme il disait. Alors il cherchait dans le livre comme ça. Donc c'était un joyeux de rire, hein, avec ses copains encore plus provinciaux que lui. Et donc c'était pour... Enfin, en tant qu'adolescente, je l'aurais mordu, quoi. C'était un changement d'horizon, mais en même temps, il a apporté le bonheur, si je puis dire, le bonheur français. Et donc, en fait, c'est un livre c'est un livre d'histoire aussi. C'est un livre sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sur les années 50, sur les 30 Glorieuses, sur cette espèce de richesse soudaine de la France où les gens avaient de l'argent, où enfin, ils pouvaient dépenser de l'argent, ils pouvaient acheter des choses, ils pouvaient se construire des maisons. Enfin, il y avait une réelle prospérité. Et donc, j'oppose deux univers. C'est pas seulement un roman psychologique sur
les relations orageuses entre une mère et une fille, bien que ça soit l'épine dorsale. Ce qui est drôle, c'est que vos parents avaient aussi en même temps une culture d'entreprise, parce qu'effectivement, ils étaient... votre mère, dès qu'elle en a eu la possibilité, elle a changé, elle a transformé son magasin, elle a oublié Staline d'une certaine manière. Ils étaient à la fois intellectuels et en même temps lettrés, et en même temps un très grand goût pour la science. C'était du positivisme aussi. Ils étaient persuadés que la science était quelque chose de très important. C'était des vrais positivistes, absolument des déterministes. Elle croyait au progrès. D'ailleurs, c'est malheureux pour moi. Parce que d'abord, elle disait une chose, elle disait que si on disait... Il fallait toujours dire la vérité. Ça, c'est horrible ce qu'elle nous a fait. Parce que moi, j'y ai cru. Et ne pas apprendre à mentir, c'est foutre un enfant dans la merde. Ça peut sauver une vie de mentir. Et moi, je croyais vraiment, quand elle me regardait droit dans les yeux et elle me disait « Est-ce que tu as menti ?» J'étais foudroyée, quoi. Je ne lui ai jamais menti. Ah si, adolescente, après, ça, c'est terrible. Mais je veux dire, enfant, j'étais vraiment pure comme... vraiment, comme les vierges consacrées. Oui. Et donc... non, non, ma mère est devenue vraiment une grande commerçante, justement avec son français lover, si je puis dire, je sais pas. Parce qu'il lui a tout appris. Lui, il avait une expérience, et puis donc il lui a appris à monter une autre affaire, puisqu'elle a abandonné la fabrication des vêtements pour acheter un magasin, ce qui était le summum à l'époque. Et donc, d'un petit magasin pouilleux et minable, elle a fait une affaire d'une prospérité inouïe. C'est vrai qu'elle avait de l'or dans les mains. Elle avait un talent incroyable pour sentir. Oui. Je lui disais toujours, qu'est-ce que c'est moche ce que tu achètes. Elle me disait, t'es une idiote, tu connais pas mes paysannes, tu connais pas mes vigneronnes, c'est toi qui n'as aucun goût. Et donc, elle avait un sens des affaires. Surtout, elle avait un sens, ce que j'ai pas. Et je ne sais pas si ma sœur, qui est là, c'est qu'elle avait un sens de la réalité. Oui, c'est ça. Un sens de l'adaptation immédiate à la réalité. Ça lui a sauvé la vie pendant la guerre. Elle a fait une chose inouïe, moi, je trouve, pour une fille qui avait 16 ans. Quand elle a quitté son lycée sous les bombardements, elle a donc fait l'exode, son train a été bombardé. Elle a continué à pied avec des femmes juives qui fuyaient les Allemands. Et puis finalement, avec un passeur, elle a passé la ligne de démarcation. Et elle est arrivée à Lyon. Et tout de suite, pour une fille qui avait 15 ans, 16 ans, elle est d'abord allée à la police alors qu'elle était polonaise. Elle a dit « Je suis alsacienne, mon train a été bombardé », ce qui était vrai. J'ai perdu tous mes papiers, ce qui était vrai, mais ils lui ont fait une vraie carte d'identité française. Donc, elle ne risquait pas d'être raflée en tant que juive. Et puis, elle s'est proposée comme interprète. On recevait les réfugiés, vous savez, dans un immense hall de type mussolinien au bord du Rhône. Et donc, elle est devenue interprète. Et tout de suite, elle a eu son petit box, sa petite chambre. Enfin, elle a sauvé son père, elle l'a caché. Après, elle a fait du marché noir. Elle se démerdait pour acheter à manger. Parce que son père, il ne pouvait pas acheter à manger en tant que juif. Il ne pouvait pas acheter à manger. Et donc, c'était vraiment quelqu'un d'une extraordinaire vivacité d'esprit, capter ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, même quand ils sont partis en Suisse. Quand les nazis sont arrivés que la ligne de démarcation a été... Finalement, les Allemands ont envahi toute la France. De toute façon, les Juifs étaient déjà arrêtés à Lyon. C'est une fiction de dire que jusqu'en 1942, les Juifs n'étaient pas arrêtés. Ils étaient arrêtés par la milice et livrés à la Gestapo. Donc il y a déjà eu des convois qui sont partis en 1941. Ils étaient au fort de Chapolies et ils vidaient le fort de Chapolies. Donc en fait, ce n'est pas vrai les déportations comme à Paris. Il y a eu des rafles avant 1942. Et donc, elle avait ce sens d'organiser. C'est elle qui a organisé la fuite en Suisse aussi. Et ce n'était pas une mince affaire, puisque les Suisses ont accueilli en tout et pour tout 20 000 Juifs. Alors ceux qui venaient d'Italie et d'Autriche, les Suisses, c'est immonde, demandaient qu'il y ait marqué Juifs sur leur carte et les livraient aux Allemands direct. Les Italiens et les Autrichiens. Les Français, c'était notamment les enfants,
prenait les enfants, et pas toujours. Saul Friedlander, ses parents, ils ont été refoulés et ils ont été déportés à Auschwitz et ils ne sont pas revenus. Et ma mère était très jeune. Mon père avait essayé tout seul et il avait été refoulé. Et il a eu beaucoup de chance parce qu'il ne l'avait pas livré aux Allemands. Il l'avait renvoyé sans le prendre. Et ma mère a réussi à passer. Et ça, c'était son génie. Hein. Donc je n'ai pas, de récrimination. On s'est fait une guerre impitoyable. C'est presque allé jusqu'au meurtre, mais enfin symbolique, mais vraiment quelque chose d'extrêmement violent. Mais moi j'ai dit c'était l'amour vache. Oui. J'ai pu sortir de ça parce qu'en fait j'étais quand même dans une relation en dehors de toute cette histoire qui est la grande histoire. C'était quand même une histoire de symbiose bien décrite dans les livres de psychanalyse. C'est-à-dire que dès que j'ai voulu être indépendante, j'ai jamais réussi à l'être finalement. Et donc, tant que ma mère a pu comprendre ce que je lui disais, je l'ai appelée tous les jours. Et pendant au moins 25 ans, je pleurais à chaque fois que je raccrochais. Mon mari était accablé de me voir sangloter parce que ma mère m'avait dit un mot de travers. C'était la débâcle des larmes, jusqu'au jour où j'ai quand même fait une analyse de 10 ans. Et donc, petit à petit, je suis sortie de ça. Et ma mère, qui était contre tout ce qui était psychologique, parce qu'elle sentait que c'était une menace contre elle, c'était un truc pas bon pour elle, un jour, elle a vu que je raccrochais, pleine de joie, et à demain. Je lui téléphonais quand même, et c'était fini la catastrophe. Elle m'a dit un jour, je sens que tu ne m'aimes plus. Parce que je pleurais pas, je ne l'aimais plus. Et ça, c'était pour moi la révélation, que c'était pour elle l'amour, enfin avec moi. Je dis pas avec moi, c'était l'amour vache. Il y avait des raisons. Il y avait des raisons dans tout ça. À moins que vous ayez une question à me poser, mais je continue. C'est que quand mes parents ont réussi à aller en Suisse, les Suisses, séparaient les hommes des femmes. Sympathiques. Et ils les déplaçaient de camp pratiquement tous les mois, tous les 2 mois, pour les empêcher de s'organiser. Ils se méfiaient terriblement d'eux, ils étaient très... Encore des juifs, disait-il. Oui, et puis ils étaient organisés par la police de Berne et de Zurich. Et dans les camps, ils ne pouvaient pas sortir comme ils voulaient. Ils pouvaient faire le tour du village, mais ils ne pouvaient pas... Ils demandaient une permission, ils avaient une permission toutes les 6 semaines, conjugale. Et c'est tout ce qu'ils avaient. Et donc, les hommes, ils faisaient travailler les hommes. Et j'ai été faire un grand périple. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Sa Majesté la mort ». Parce que ma mère m'a fait une carte en montrant tous les camps où mon père était, où son père était et où elle était. Alors, j'ai donc fait un grand tour. J'ai essayé de retrouver. Je suis arrivée dans un village et il y avait une belle ferme suisse avec... Ça avait des colombages. Enfin, c'était magnifique, avec du maïs qui pendait comme ça. Enfin, c'était très, très beau. Une carte postale. Puis il y avait une dame avec le tablier suisse. Enfin, vraiment des vrais Suisses, quoi. Alors, je lui ai demandé, est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des Juifs ? Ah oui, je me souviens. Les Juifs, mais bien sûr, ils dormaient. Vous voyez, là, la cabane qui est là. C'était dans cette cabane, ils dormaient tous par terre. Bon, ça, c'était où était mon père. Et alors, elle m'a dit, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer la route des Juifs. Et donc, il leur faisait creuser une route dans la montagne. Et mon père est tombé malade à cet endroit-là. Et donc, il a eu, en fait, un début de tuberculose. Bon, mais donc, il était à l'hôpital, parce que c'était quand même pas des SS. Hein. Donc, ils l'emmenaient à l'hôpital. Maintenant, comment ils les soignaient ? C'était des salles communes, c'était pas... Et donc, maman a eu une permission pour aller le voir. Elle avait 19 ans, la pauvre, elle ne savait pas. Elle m'a emmenée pour qu'il voie sa fille. Et donc, elle est rentrée dans une salle où il y avait peut-être 15 malades, et elle m'a posée sur le lit, et 2 jours après, j'étais mourante. Donc, on m'a emmenée du camp jusqu'à l'hôpital. C'est le médecin du camp, j'ai même retrouvé sa trace sur Internet.
récemment. Avant, on ne trouvait rien. Là, j'ai trouvé qui était le médecin de ce camp. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on a retrouvé dans les archives les lettres qu'il écrivait à Zurich et à Berne pour dire que ce camp était d'une saleté repoussante, que les bébés étaient mal nourris, qu'il y avait des bébés malades, qu'il n'y avait pas d'hygiène, qu'on lavait les bébés dans des seaux en bois infestés de saleté et que beaucoup de bébés étaient malades. Donc ça, plus voilà, donc je me suis retrouvée à l'hôpital de Lausanne. Et là, le médecin qui m'a vue a dit à ma mère, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit, elle va mourir dans la nuit, c'est pas la peine. Et là, il y avait une jeune infirmière en chirurgie qui était une nonne, une diaconesse, protestante, une sainte, en quelque sorte, et elle a dit, on ne peut pas laisser mourir un enfant. Et donc, on m'a posé un drain. Et surtout, alors ce drain, il n'est pas certain que ce drain m'ait sauvé la vie. D'après les médecins aujourd'hui, ils me disent plutôt qu'ils ne savent pas comment j'ai pu résister à ce drain, puisqu'il m'a perforé la rate. Il paraît que maintenant, j'ai un bout de rate à côté du cœur, et qu'on m'a dit tant que ça tient. Donc, mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette jeune femme, qui était une belle fille en plus, est restée avec moi pendant 1 an. C'est-à-dire qu'elle n'a plus pris de congé, elle a décidé qu'elle allait me sauver. Et elle m'a sauvée, alors que je suis restée. Ma mère m'a dit que quand elle me voyait, j'avais les yeux blancs, retournés. Bien sûr. Donc je suis restée 1 an avec cette femme, cette jeune infirmière extraordinaire. Ma mère, là, m'a toujours fait écrire des cartes de Noël et tout ça. Et je l'ai retrouvée. Finalement, j'ai fini par aller la voir et la retrouver. Et on est allé avec ma mère, ça a été un moment grandiose. On a été j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelait Dans la plus stricte intimité, où je racontais les funérailles de cette diaconesse. Très âgée. Oui, et puis donc on est allé avec ma mère et mon mari, on est allé à ses funérailles. C'était absolument une chose d'ethnologie extraordinaire dans un couvent à Pompaple, en haute montagne, au-dessus du lac de Genève, là, très haut dans la montagne, un magnifique couvent. C'est pas les couvents français, c'est des espèces d'hôtels 4 étoiles. Hein. C'est très beau, des grands chalets. Chaque nonne a sa chambre, sa salle de bain. Enfin, c'est chic et c'est confortable et tout. Et donc le cimetière, on a été aux funérailles. Et alors c'était extraordinaire parce qu'elle venait d'une famille de paysans fribourgeois opulents. Et pour eux, c'était une vieille mémé qui était décédée. Donc, ils étaient venus, mais nous, maman et moi, on n'arrêtait pas de chialer. Ils nous regardaient. Puis alors, après, il y a eu un goûter, avec toutes les nonnes. Et alors, ils sont venus nous voir, puis ils nous ont dit, mais qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là? Maman lui a dit, parce que Sœur Blanche a sauvé ma fille. Oh ben, elle ne nous l'a jamais dit. Voilà. Donc, on lui avait jamais. Elle s'en est jamais vantée. J'ai essayé de lui faire obtenir une récompense de l'État d'Israël. Elle ne voulait pas. Elle a dit c'est normal. Tout ce que j'ai fait est normal et je ne veux pas être distinguée. Donc, alors, on avait voulu faire une réception une fois parce que mon mari est chef d'orchestre. Il donnait un concert à Genève avec un orchestre israélien. Donc, l'ambassade avait dit, bon, on va lui faire, après le concert, on va aller la chercher avec une voiture diplomatique pour qu'elle assiste au concert, et puis on fera une réception en son honneur. Elle n'a pas voulu non plus. Non, elle voulait absolument aucune distinction. Votre mère et votre père aussi ont décidé de revenir en France pour échapper au risque de se retrouver en Pologne. Et là, encore une fois, c'est une remarquable faculté d'anticipation. Il ne fallait pas attendre, là non plus, au moment où la ville de Lyon a été libérée. Encore une nouvelle initiative heureuse, je dirais. Ça, c'est maman, toujours très, très vive. Et quand ils ont appris que Lyon était libéré, les Suisses étaient pragmatiques. Ils ne voulaient pas de ces Juifs-là, mais en aucun cas. Donc, ils ont dit... on va les renvoyer en Pologne. Or, en Pologne, on massacrait les survivants de la Shoah. On les jetait hors des trains
Et il y a eu 1000 morts dans l'année 46, 45, 46. Des Polonais qui massacraient, dont des héros du ghetto de Varsovie, des survivants de l'insurrection, qui ont été tués par les Polonais. Donc, vous imaginez bien que mon père, qui avait vécu là jusqu'à 25 ans, n'avait aucunement l'intention d'aller en Pologne. Ni ma mère, qui était, elle, jamais allée en Pologne du tout. Donc, ils ont fui. Comme ma mère avait fui la France, elle a fui la Suisse. Alors, c'était aussi une équipée extraordinaire, puisqu'ils sont partis. Ils étaient le dernier camp, j'y suis allée. Alors, c'est magnifique, parce que c'est en très haute montagne. Là, il y a vraiment de la neige, et il y a un petit chemin de fer qui fait toute la chaîne de montagne. On dirait un jouet. C'est une toute petite Micheline rouge et blanche, comme ça, avec 2 wagons. Et ça fait très peur, on est au-dessus du précipice comme ça. Et je voulais faire le chemin que ma mère avait fait à pied, parce qu'elle a fait ça par les tunnels, c'est-à-dire 30 km jusqu'à Chamonix. Je ne sais pas si vous imaginez, la nuit. Et c'est en faisant une analyse que j'ai compris pourquoi je faisais ce rêve dans mon enfance. Je faisais toujours le même rêve, je voyais quelque chose de noir, comme ça, avec des petites taches de lumière, et puis à la fin, une immense lumière, c'était la fin du tunnel. Mais j'ai compris ça en analyse, parce que je faisais ce rêve pendant des années, pendant mon enfance, puisqu'ils m'avaient porté, les pauvres, pendant 30 kilomètres. Oui. Ce qui nous reste aussi, les uns les autres, même quand la vie est dure, c'est la mémoire des lieux. Lorsque vous parlez de cet atelier de confection, entre guillemets, où la vie était dure et difficile, on se rappelle de ça. Vous a rappelé très bien, vous, des conditions. Je dis que c'est mon Combray. Oui, c'est votre Combray, oui. C'est mon Illier Combray. Mais c'est vrai que je ne suis pas la seule. Hein, et vous avez Robert Baubert qui a écrit des livres là-dessus aussi. Et puis Gromberg, le dramaturge. Oui, c'était des lieux. Et puis il y a Henri Raximov. Disons qu'on est 4 ou 5 dinosaures. Des gens dont la mémoire va disparaître, qui ont vécu ça. Et c'était vraiment des univers incroyables, ces ateliers de confection, où les gens travaillaient dur. Hein, ils commençaient en haute saison, ils commençaient à 8h du matin et ils finissaient à minuit. Hein, et puis c'était... Alors au tout début, quand mes parents étaient très pauvres, c'était tout dans l'appartement. Tous les Juifs travaillaient. Le père de Finkelkraut faisait des casquettes. Voilà, la même chose. Hein. Les parents de mon mari, des imperméables, et tout ça se faisait dans l'appartement. Il y avait les pièces de tissu, enfin les matériaux pour fabriquer des sacs ou des casquettes ou des manteaux ou des imperméables, et les machines à coudre, tout ça. Et les gens mangeaient au milieu de tout ça et dormaient. Enfin, c'était... je ne crois pas que les gens se rendent compte de l'immense pauvreté, de la dureté de la vie. Maintenant, ils râlent tout le temps, mais c'est un confort inouï. Moi, j'ai vu un WC chez mes parents, enfin chez ma maman, j'avais 15 ans. Ça, c'était un luxe. C'est un luxe incroyable. Enfin, quand je pense à comment on vivait, quoi. Et mon père qui disait, mais c'est pas grave parce qu'il y avait des trous entre 2 paliers, il y avait un trou en béton sans sas d'eau, enfin un truc infâme avec le papier journal, quoi. Vous voyez, c'était barbare et primitif. Et il disait, mais c'est très bien, en Pologne, il n'y avait rien du tout. et c'était vrai. Parce que si vous lisez les histoires, comment s'appelle-t-il, l'histoire du peuple juif de Shimon Dubnov et de la Lituanie, il raconte, quand il est arrivé à Vilno, les cours pleines d'excréments. Ça m'a frappé parce qu'il ouvre sa fenêtre et il est sidéré, lui qui vient d'une grande ville européenne, il voit ça. Donc voilà. Les temps étaient... Alors, vous n'étiez pas... L'éducation sexuelle était très sommaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, j'ai pas eu des parents puritains. Pas puritains, mais pas trop d'informations. Si, quand même, enfin, dans une certaine mesure. Pardon, il se renvoyait la balle. Moi, j'étais très curieuse. Et puis j'avais... Oui, tout le temps. Mais j'avais surtout une femme. On avait une femme, une bonne, comme on disait à l'époque. On disait même une bonne à tout faire, on disait. Et c'était il y en a eu plusieurs. Mais j'ai fait comme Proust, qui a fait Françoise
en synthétisant plusieurs. Mais on en a une qui était particulièrement remarquable parce qu'elle était d'une laideur effrayante. C'est-à-dire que j'ai eu un petit ami, quand il est venu me chercher la première fois, elle a ouvert la porte, il a fait un bond en arrière, elle avait une espèce de visage simiesque, et elle était obsédée sexuelle, mais vraiment une espèce de folle. Et alors, ma mère, qui veillait justement à ce qu'on soit des petites filles très bien élevées, elle m'avait pris pour me raconter elle me racontait des saloperies infâmes. Mais vraiment, je crois que... Sur les hommes en général. Oui, mais je crois que je savais pratiquement tout avant que je rencontre un homme. Parce que, alors elle me disait, si tu le dis à ta mère, je te raconterai plus rien. Comme ça. Et elle était folle, quoi. Et elle racontait, je pense que la moitié des choses qu'elle racontait, je pense qu'elle les inventait. Parce que c'était tellement immonde. Et voilà, donc oui, mais maman, non, c'était pas des puritains, mes parents. Au contraire. Seulement oui, ça allait jusqu'à une certaine limite. On n'allait pas me faire un cours d'éducation sexuelle. Quoique, mon père quand même, qui veillait au grain, quand il a commencé à voir que je m'amusais quand on est enfin allé en vacances, qui était au bord de la mer avec les parents, enfin c'était un événement cosmique. Et alors sur la plage, on avait des petits copains. C'était très gentil, mais mon père avait vu que j'allais nager avec mon petit copain. On faisait rien, hein, c'était vraiment... Puis c'était un jeune homme de très bonne famille. Et alors, mon père l'a pris à part avec son impayable accent yiddish. Et il lui a dit, tu touches pas mon fils, hein. Comme ça, le gars, il le regardait. Non, non, c'est un livre plein d'affection, au contraire. Mais je décris pas quelque chose de... Comment dire? Je décris une réalité dure. Et puis, je vois pas... Enfin, je veux dire, la réalité, elle est dure, d'une manière générale. Même dans des familles, disons, très bourgeoises et tout, je pense, d'une manière générale, les relations humaines sont dures, violentes. C'est bidon de penser le contraire. Je crois que c'est très difficile. Et justement, parmi les choses les plus dures, il y avait effectivement la manière dont on traitait l'anorexie, la manière dont on traitait les maladies. Vous y consacrez quelques pages. C'est hallucinant parce que je crois que si les scientifiques ou des médecins disaient ça, ils parleraient de maltraitance aujourd'hui. Oui, je sais que maman, c'est vrai qu'il y a une scène primitive dans notre relation si grandiose, c'est que... Voilà, je remets toujours ça dans le contexte. Mes parents vivaient dans un taudis à l'époque, tout de suite après le retour de Suisse. Vraiment un taudis abominable. Et il y avait un mariage dans la famille du côté de mon père. Il y avait quelques survivants, il y avait un mariage. Donc ma mère avait passé toute la nuit à me faire une robe. Elle n'avait pas d'argent pour aller m'acheter une robe. Puis, de toute façon, à l'époque, il y avait peu de magasins. On ne trouvait pas la marchandise comme maintenant, on la jette, non? Donc elle avait passé une nuit à me faire une robe à smock qu'elle m'a donnée d'ailleurs. Je l'ai encore dans le placard. Et donc, mais j'étais anorexique. Et je crois que ça, c'était lié à mon histoire personnelle, c'est-à-dire que je l'ai perdu à 6 mois. J'ai sans doute oublié, parce qu'à 6 mois, je ne pense pas que j'étais capable de me souvenir, surtout dans l'état où j'étais. Pendant 1 an, j'ai vécu avec une femme qui m'a appris à parler et qui était l'opposé de ma mère, d'une douceur angélique, et qui savait s'y prendre avec les gosses parce qu'elle s'occupait que d'enfants. Elle était dans un service de pédiatrie, elle n'a pas sauvé que moi d'ailleurs, et donc elle savait comment s'y prendre déjà. Et maman, elle était anxieuse, elle voulait un bébé, surtout quand j'avais failli crever, il fallait que je sois resplendissante. Donc effectivement, j'avais une réaction extrêmement de rejet de ma mère. Je ne m'en rendais pas compte. Mais donc, je ne voulais rien manger de ce qu'elle me donnait. Alors, j'étais capable de garder la bouffe toute la nuit et de lui cracher sur les pieds le lendemain, quand elle me levait le matin, quand j'avais 3 ans. Donc, un jour comme ça, où ils allaient à un mariage, eh bien, je ne sais pas pourquoi elle a voulu que je mange avant de partir au mariage. C'était absurde, parce que dans les mariages, il y a à bouffer. Mais enfin bon, c'était ce qu'elle pensait à l'époque, un enfant doit manger.
Et donc, elle devait avoir peur que je meure, puisque j'avais déjà été au bord de la mort. Toujours est-il qu'avec mon père, ils m'ont forcé à bouffer. En plus, tout ce que j'aimais pas, le lait, enfin des trucs ébouvants. Et donc, j'ai tout vomi. J'ai tout vomi parce qu'il m'avait... Et donc, elle a ramassé le vomi à la cuillère, elle me l'a refait bouffer. Et elle m'a foutu une rouste monumentale. Et comme j'avais des bleus sur les fesses, le lendemain, elle m'a emmenée chez le médecin. Et je pense que ça, c'était un nœud de culpabilité incroyable entre elle et moi. Voilà. Et j'en ai parlé avec une cousine récemment pour lui demander est-ce que c'est bien ce dont je me souviens ou est-ce que c'est un faux souvenir que j'aurais fabriqué. Elle m'a dit ah non, j'étais là quand j'en revenais pas qu'elle te fasse manger ton vomi. Oui, puis il y avait aussi une habitude qui était d'envoyer les enfants à la campagne aussi. Hein, mais ça, c'était d'abord passé de monde hein, aujourd'hui. Vous envoyez dans les fermes pour y passer. Mais parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent pendant qu'ils... Eux, ils travaillaient entre 12 et 15 heures par jour. Donc, au moment où on n'allait plus à l'école, il fallait que quelqu'un nous prenne en charge. Et en même temps, c'était bien. Il y a eu des fois où il y a eu des endroits pas terribles, mais il y a eu ces fameuses femmes dont je parle qui nous ont appris la France. Avant le petit copain de ma mère, mon beau-père, il y a eu ces merveilleuses vieilles filles chez qui nous sommes allés plusieurs années et qui m'ont fait aimer la France. Enfin, c'était extraordinaire. C'était 3 vieilles dames. Alors, il y avait la mère, sa sœur et sa fille. Mais voilà, alors les deux, la fille et la mère. Il y avait que la grand-mère qui n'était pas vierge. Les autres, elles étaient des vieilles filles. Et elles avaient tout perdu pendant la guerre de 14. C'était des grandes bourgeoises. Et les maris et les frères étaient tués à la guerre de 14 dans les tranchées. Et elles avaient enterré leur argenterie dans le jardin et leur liquidité. Et après la guerre, tout ça ne valait plus rien. Elles se sont retrouvées, 3 femmes qui n'avaient jamais travaillé. Alors elles ont commencé à broder des draps. Et puis bon, elles ont vu qu'avec ça, elles ne pouvaient pas manger. Et donc, elles ont mis une annonce dans les journaux pour garder des enfants, puisqu'elles avaient cette maison de campagne magnifique, avec une propriété immense et superbe. Et évidemment, ceux qui avaient le plus besoin de mettre leurs enfants quelque part l'été, c'était les Juifs de Lyon. Hein, ça se passe à Lyon, tout ça. Donc, on est arrivé là-bas et c'était vraiment un enchantement. C'était des femmes extraordinaires parce qu'elles étaient cultivées. Alors, elles nous ont appris les bonnes manières qu'on n'avait pas. Elles nous ont appris la culture française, mais vraiment les bonnes... C'était une villa 1900, vous voyez, avec un piano, des tapis, des assiettes en porcelaine au mur, enfin tout, c'était extraordinaire. Puis elle parlait le français de Marcel Proust ou de Céleste Albaret. Elle parlait exactement comme ça. Alors tout d'un coup, on est passé, vous voyez, du yiddish à la France, mais la France comme dans les livres. Elles étaient, franchement, on y est allé 5 ou 6 ans d'affilée. Et on y allait pour Pâques, on y allait pour Noël, on y allait pour les grandes vacances. C'était des femmes absolument extraordinaires. Puis il y a eu la perte de votre père, qui est arrivée très tôt quand même, quand vous aviez 14 ans, quand il est mort. Ça a été le cataclysme. Ça a été un choc terrible. Bon, je ne sais pas si je serais devenu écrivain. Oui. Je ne sais pas, parce que quand même, l'image... voilà. Je sais pas, je pense que je ne serais pas devenue un écrivain. Parce que, alors que ma mère était une femme comme ça impressionnante, enfin, mon père n'était pas un homme violent, il n'élevait jamais la voix, il était extrêmement diplomate et charmant, on peut dire. Un homme charmant. Mais il avait une espèce d'autorité naturelle qui fait que j'étais terrorisée, alors qu'il n'a jamais levé la main sur moi, ni sur ma sœur, ni rien. Il était un homme formidable. Mais je ne sais pas, j'avais une peur panique de l'homme. Et donc, je ne pense pas qu'il aurait permis que je mène la jeunesse presque délinquante que j'ai menée, finalement. Il y a eu un moment où je me suis effondrée après la mort de mon père et où je m'en suis tirée de justesse. Enfin, j'ai fait vraiment beaucoup de bêtises, l'une après l'autre.
Et donc, mon père, j'aurais filé droit, je serais devenu professeur, sûrement. Oui, j'aurais pas... je crois que j'aurais enseigné sûrement la littérature dans une fac à Lyon, j'aurais fini comme ça, un truc comme ça. Et je pense que ma sœur aussi, parce qu'il n'était pas question de dire non, ça n'existait pas. Donc, l'expérience que j'ai vécue, enfin, d'une adolescente en perdition, faisant un peu tout et n'importe quoi, mais ça m'a quand même... Ça a été une bouffée d'oxygène en même temps extraordinaire, parce que j'ai connu des gens que j'aurais jamais connus. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était autre chose, un autre monde. Et donc, j'ai été me fourvoyer dans les bistrots où il y avait les peintres, les sculpteurs, les comédiens. À Lyon, il y avait des théâtres. Et donc là, j'ai commencé à rencontrer un tas de gens qui sont devenus d'ailleurs tous quasiment célèbres à Paris. Ils sont presque tous montés à Paris. Ils sont devenus des gens principalement dans le théâtre et le cinéma. Et donc, c'est là que j'ai fait C'était une autre université, si vous voulez. Pas celle que mon père et ma mère auraient voulu. Et elle me l'a jamais... Ça aussi, maman me l'a jamais pardonné. Le fait, quand elle me voyait à la télévision, d'abord, elle me demandait combien on t'a payé pour ça. Alors, je lui disais rien du tout. Oh, ma pauvre fille, tu dormiras sous les ponts. Elle me disait ça. Et pour elle, elle comprenait pas. Elle, quand elle vendait une robe, voilà. Mais moi, j'allais parler, Et puis, elle avait raison, hein. D'une certaine manière, j'ai pas gagné beaucoup d'argent avec tout ça. Mais donc, elle était... En même temps, elle était très flattée que j'écrive des livres et en même temps, non, elle avait peur. Elle était angoissée. Hein. Elle avait peur et elle avait raison. Si je fais le bilan, elle n'avait pas peur. Vous avez eu la première partie du bac, vous racontez, Oui. et puis vous n'aviez pas un bon comportement, vous enlevez donc vous enlevez la mention. C'était quand même moche parce que j'avais une mention. Je ne sais pas comment j'avais fait, parce que je commençais déjà à faire des conneries, mais quand même, comme j'avais des bonnes bases, hein, eh bien, j'avais réussi, même au-delà de toute espérance, hein, puisque j'avais eu 18 dans toutes les matières scientifiques, dans les langues vivantes, 15, enfin. Alors, ce qui m'avait humiliée, parce que je me prenais déjà pas pour n'importe quoi, et j'avais l'ambition d'écrire. Mais quoi, j'en savais rien. Je me mettais dans ce fameux café avec un cahier, puis je ne savais pas de quoi écrire. Mais je prenais la pause et je me disais comment on fait pour écrire. Et donc, la plus mauvaise note que j'avais eue, c'était en français. Ce qui prouve que les profs, quand même, parfois, ils n'ont pas de goût. C'est arrivé à Primo Levi, qui a été obligé de repasser son épreuve de français. Lui, vous voyez, Primo Levi, ce magnifique écrivain. Peut-être Paul Celan aussi, je crois. Il a eu comme ça, les notes maximum en sciences, et puis il a été obligé de passer un examen de rattrapage pour la littérature italienne. Donc, quand même, des fois, les profs, je ne sais pas quel goût ils ont. Enfin, moi, j'avais eu, je crois, 10 ou 9,5. C'était la seule note mauvaise que j'avais dans tout. Ouais, ça m'est resté. Hein. Je regardais le papier quand j'ai reçu les résultats, j'étais vraiment vexée. Je crois que c'était bien que j'écrive tous ces livres. Ça vous a poussé à... Il y a un point commun entre vous et Brodsky, c'est la rupture avec le système scolaire. Ça vous a poussé à... C'est une comparaison qui m'honore, mais je ne sais pas si je m'y arrive au doigt. Non, mais je l'ai noté parce qu'il y a un passage où il explique le sentiment de soulagement profond qu'il éprouve lorsqu'il il décide de quitter. Ce n'est pas tout à fait votre cas. Oui, mais lui, il était vraiment persécuté comme juif dans le système stalinien. C'est-à-dire que c'était un garçon... Un génie, c'est vraiment un génie, Brodsky. Et il était persécuté par les profs, traité de youpin. Donc il est parti, mais il a payé ça extrêmement cher. Hein. Il s'est quand même retrouvé au goulag. Parlez-nous un peu de l'antisémitisme. Il était encore très... Enfin, il était un peu insidieux, on sent bien en lisant le livre quand même qu'il était présent. Lyon, d'abord, c'est la fille aînée de l'Église, hein, c'est pas rien. C'est une ville très... Enfin, c'était... Quand je vais à Lyon, je ne reconnais pas du tout la ville de mon enfance. C'est une ville splendide. Ça n'a rien à voir. Alors, c'était une ville donc très catholique, très antisémite. Et
Là, dès que je suis arrivée à l'école communale, au bout de 3-4 jours, les filles m'ont dit, alors, païenne, t'as tué le petit Jésus. J'ai demandé à mon père qu'est-ce que c'était le petit Jésus. Alors, il m'a répondu en yiddish, parce qu'en yiddish, le Yoshua, en yiddish, c'est Yoshke. Alors, il m'a dit, Yoshke, c'est l'opium du peuple. Ça n'a pas résolu vraiment la question. Yoshke, c'est l'opium du peuple. Donc, je me faisais traiter de... Oui, je me suis fait traiter de sale juive au lycée, à la communale rarement, quelquefois, mais il y avait des institutrices très bienveillantes et ça, c'était vraiment épisodique. Tandis qu'au lycée, non. C'était la bonne bourgeoisie qui était... Non, pas forcément. Non, je me souviens que la fille à qui j'ai fini par casser la gueule, c'était une espèce de grosse, comme ça, une grosse pouffe. Non, je pense que c'était ancré dans l'inconscient collectif, il faut quand même le reconnaître. Pas comme les Polonais, c'est pas des intentions assassines et meurtrières, mais ça faisait partie qu'on était le peuple déicide, quoi. On a tué le petit Jésus, quoi. Le petit Jésus. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. Du tout, surtout que mes parents n'étaient pas religieux. C'était pas des juifs religieux. Mon père mettait pas les pieds à la synagogue. Pour Kippour, non seulement il mettait pas les pieds à la synagogue, il allait chercher sa sœur qui était très religieuse, et pour pas rentrer dans la synagogue, vous voyez, pour montrer qu'il était marxiste, il nous envoyait, ma sœur et moi, aller chercher sa sœur. Nous, on rentrait pas lui, il rentrait pas dans la synagogue. Il était vraiment un socialiste convaincu. Donc voilà, donc le fait religieux, pour nous, était complètement étranger. Le fait religieux, je l'ai plutôt connu, oui, avec l'antisémitisme, sans vraiment comprendre ce que ça voulait dire. Vous vous sentiez rejeté, quand même. J'avais peur de ce petit Jésus. Ça m'a... Enfin, après, quand j'étais petite, oui, parce que, faut dire, dans l'appartement, dans cet immeuble où on habitait, il y avait une lucarne qui donnait sur le palier. Et là, on avait un lavabo, une douche, c'était un grand moment. Et je croyais que le petit Jésus allait apparaître dans la lucarne. Et j'avais vachement peur de le voir apparaître. Ça a duré au moins jusqu'à 8-9 ans. J'avais extrêmement peur du petit Jésus. Sans savoir ce que c'était, du tout. comme un fantôme, je sais pas. La question que j'ai envie de vous poser, vous étiez une lectrice boulimique. Quelle empreinte ça a laissé sur vous, je veux dire, quand on commence à lire très jeune de la culture classique? Est-ce que vous avez l'impression, à un certain moment, à quel moment je veux bien vous avez qu'on parle de ça, c'est plus intéressant que ma vie. On acquiert une certaine maturité à partir de cet accès à la littérature. Je dois tout à ma mère, parce que j'étais, comme je vous l'ai dit, un peu égarée. Elle m'a forcée à lire. Mais pas seulement ce que je vous raconte, là, les soviétiques. Elle m'a fait lire Kipling, Lewis-Carroll. Elle me forçait absolument à lire. Alors, je lui dois ça. Et j'ai pris le goût de la lecture, j'avais déjà 13 ans. Hein. Ça m'est venu un peu tardivement. Je ne peux pas dire que j'étais un peu cruche, quoi, un peu attardée. À partir de 13 ans, je lisais jour et nuit. Je me mettais plein de bouffe au pied de mon lit. Et je lisais la nuit en mangeant comme ça. J'ai eu, en tant que... Comment dire? On a eu de la chance, c'est fini, c'est qu'au lycée, on nous enseignait la littérature française. Mais d'une manière, le Lagarde et Michard, moi, je les aime, Lagarde et Michard. Je les ai gardés. Et c'était vraiment des chefs-d'œuvre. C'est vraiment une merveille. Et donc, on apprenait vraiment, d'abord d'une façon chronologique, l'histoire de la littérature, et on commençait avec François Villon et Rutebeuf et tout ça, jusqu'à la littérature contemporaine. Donc, on avait quand même une conscience spatiale et historique, alors que maintenant, il n'y a même plus de chronologie, rien. On va aller vous faire lire... une bonne femme qui raconte que son mari l'a quittée. Ils n'ont jamais lu Maupassant. Enfin, c'est une catastrophe. Là, on était déjà bien construit, structuré par un savoir, hein, et qui était vraiment bien donné. Et après, j'ai lu. Si vous voulez, on a des maîtres successifs quand on écrit, et des admirations successives. Les écrivains que j'ai
admiré par révolte, disons quand j'avais 17 ans, j'ai plus tellement, je les lis plus. Et comme ça, petit à petit, je me suis fait une espèce de cosmographie, de cosmologie plutôt littéraire, et comme ça de plus en plus vaste. Et je me suis rendu compte à mesure que je connaissais rien, quoi. Et on peut pas, de toute façon. J'avais l'idée que je pourrais tout savoir. Alors ça, j'ai renoncé depuis longtemps de tout savoir, mais mais j'ai quand même, oui, quand j'ai découvert, par exemple, des écrivains qui m'ont vraiment influencé, c'est les Russes. Je trouve que les Russes sont des écrivains grandioses, quoi. Que ce soit Armatova, que ce soit J'ai découvert Biéli, par exemple. Moi, je ne connaissais pas André Biéli. Il y a 2 ans, comme je fais de la critique littéraire, j'ai vu qu'il y a une très bonne maison d'édition qui publie spécialement les Russes, qui s'appelle les Éditions des Sirtes, qui font un travail magnifique. Alors j'ai commencé à lire Biéli et je me suis dit, mon Dieu, mais je connaissais rien du tout à la littérature. C'est fabuleux, Biéli. Alors j'ai commencé à lire tout, et Brodsky, et Pasternak, et tout ça. Et je me suis dit, mais quel gouffre culturel, quoi. On lit sur la mode est aux Américains. Alors il y a de très grands écrivains, mais je veux dire, c'est vraiment dommage qu'on lise pas les Russes, quoi. C'est extraordinaire. L'immensité de leur culture, leur littérature grandiose, quoi. Vraiment grandiose. Et puis il y a un écrivain autrichien, pardon, qui m'a vraiment, que je pense que c'est vraiment peut-être celui qui a le plus inventé sur le plan stylistique. C'est Thomas Bernhard. Alors Thomas Bernhard, je crois que c'est un électron libre dans l'histoire de la littérature, parce qu'il ressemble à rien. C'est comme Kafka. Kafka, il n'y a ni maître et on ne peut pas l'imiter. On ne peut pas imiter Kafka. C'est impossible. On peut imiter Maupassant, on peut imiter beaucoup de choses, mais on ne peut pas imiter Kafka. Et donc, Thomas Bernhard, on peut imiter, mais c'est ridicule. On va imiter 2-3 tics stylistiques et c'est tout. Mais ça, j'avais jamais vu une telle... comment dire ? C'est un type aussi qui s'est fait tout seul. Vous connaissez Brodsky ? Vous connaissez Thomas Bernhard ? C'est une histoire merveilleuse. Si j'ai le temps encore. Est-ce que j'ai le temps ? Alors... c'est un garçon qui est né donc en Autriche, des amours illicites d'une jeune autrichienne et d'un paysan enrichi qui l'a sauté et qui l'a laissé tomber. Le père de cette jeune femme était écrivain, mais c'était une espèce de tyran qui jouait du violon et qui avait décidé de vouer sa vie à la littérature, et que les femmes n'avaient qu'à travailler. Alors il se levait tous les jours à 3 heures du matin et il écrivait son grand œuvre. Finalement, il a publié un seul livre, il a eu un prix très important. Il a mis 40 ans à écrire ce livre et c'est justement un éditeur juif qui l'a publié. Et donc cette fille qui était enceinte, donc elle a couché avec ce paysan, elle était enceinte. À l'époque, une fille enceinte, c'était la perdition. Donc elle est allée accoucher en Hollande, comme ça se faisait dans des maisons de filles-mères, et elle a travaillé, et elle a mis son bébé, donc Thomas Bernhard, en pension sur une péniche. Donc il a passé la première année de sa vie dans un hamac sur une péniche. Et puis elle est revenue avec l'enfant, et donc la mère, sa grand-mère travaillait, et donc cette mère qui avait commis le péché elle était une femme extrêmement... Elle l'a maltraitée d'une manière épouvantable. Et c'était l'image de son... En plus, il ressemblait à son père d'une manière quasiment comme un clone de son père, au point qu'un jour, il a vu une photo de son père, il a cru que c'était une photo de lui. C'était vraiment le même visage. Et donc, elle le tabassait, il était énurésique, elle accrochait ses draps pleins d'urine à la fenêtre. Enfin, donc, il a eu une enfance. Et par contre, son grand-père l'emmenait dans les bois et lui parlait de littérature et lui faisait jouer, lui enseignait le violon. Et donc, ce gosse qui allait pieds nus à l'école du village avait à la fois une enfance campagnarde et à la fois une enfance intellectuelle incroyable. Il avait un maître, en la personne de son grand-père,
qui tous les jours l'emmenait comme ça promener et lui racontait un tas d'histoires. Ce qui s'est passé, c'est que sa mère était excédée par le fait qu'il était un enfant qui était l'enfant du péché. Et quand les nazis sont venus au pouvoir, de toute façon, il y avait des services sociaux qui repéraient, comme en Union soviétique, c'était pareil l'Allemagne, des enfants qui n'étaient pas dans la pure ligne pour fabriquer ou des SS ou des gardes rouges ou des pionniers. Et donc, il a été mis en pension dans une pension, un internat nazi. Il est resté 1 an dans un internat nazi, qui était en pleine forêt, où on les préparait à devenir de bons SS. Et donc, il est revenu, et pendant la guerre, il était dans un institut catholique qui était tenu par un SS. Enfin, donc, il a subi des sévices corporels, tout, et un beau jour, quand il était en seconde, il a décidé qu'il n'en pouvait plus. Et il a quitté le lycée, comme j'ai fait moi d'ailleurs, un matin. Au lieu d'aller avec son cartable au lycée, il a dit « j'irai plus jamais au lycée », où il était battu, où il était maltraité. Et il est allé travailler. Il a été travailler dans une épicerie qui distribuait, avec les tickets d'alimentation après la Deuxième Guerre mondiale, la nourriture rationnée aux gens. Il n'y avait plus rien à bouffer. Et donc, il faisait le manutentionnaire. Et il dit que c'est ça son université. Le fait de faire des choses qui servaient à quelque chose, de parler aux gens qui avaient besoin de quelque chose et qu'il les conseillait. Enfin, toute cette relation humaine et tout ça, ça a été fantastique. Et un jour où il déchargeait sous la neige, il est tombé gravement malade et il a attrapé la tuberculose et une fibrose pulmonaire. Alors là, je vous conseille de lire Thomas Bernhard parce qu'il lui est arrivé une chose absolument magnifique. Donc il est parti dans un sanatorium, mais qui était pour pauvres, qui était horrible, infesté de poux. Ils étaient maltraités. C'était tous les pauvres. Alors, ils n'avaient même pas le droit de sortir parce qu'ils pouvaient contaminer la population. Ça fait penser à quelque chose. Donc, ils étaient très maltraités, mal nourris, tout ça. Et lui, il s'échappait. Ils n'avaient pas le droit de descendre dans le village. Et donc, tous les dimanches, parce qu'il avait appris la musique avec son grand-père, et puis il avait une très belle voix de ténor. Donc, il s'échappait le dimanche, dans la nuit, et il allait chanter à l'église. Des chœurs, puisqu'il y avait la messe et tout ça. Et un jour où il chantait à l'église, il y avait une dame qui avait déjà 55 ans, qui a vu ce gamin qui avait donc 17 ans, 16 ans, 17 ans, et elle était sidérée par sa voix, par sa maturité, par sa personnalité, et elle lui a demandé comment il lui a expliqué qu'il était malade au sanatorium. Elle a dit « mais non, tu ne vas pas rester là ». Et elle l'a emmené avec elle, et elle l'a amené avec elle à Vienne. C'était une femme extrêmement riche, qui était la veuve d'un haut fonctionnaire de la République de Weimar, et elle a entrepris de le former. Elle lui a dit « rien n'est gratuit, mais je te donnerai tout ». Donc, elle était extraordinaire. En même temps, elle lui donnait tout, c'est-à-dire qu'elle l'a fait entrer au Mozarteum, il a fait des grandes études de musique, elle lui donnait de l'argent, mais tout ce qu'elle lui donnait, elle le marquait sur un papier. Chaque sou, elle lui disait « qu'est-ce que tu as fait avec ?» Et elle lui a dit « tu dois voir le monde ». Je trouve ça extraordinaire. Et alors, elle lui a fait faire des voyages. Elle l'emmenait avec elle et elle lui disait « tu dois tout connaître ». Alors, cette fois-ci, on fait un voyage de pauvres. On va dans des hôtels moches, tu vas voir ce que c'est que le monde. Et puis, d'autres fois, elle l'emmenait dans des palaces somptueux et elle lui a fait faire comme ça un tour d'Europe. Et il est devenu l'écrivain qu'il est. Elle l'a présenté à du monde, évidemment. C'est elle qui l'a introduit dans la bonne société viennoise auprès des éditeurs. Il a commencé à publier des recueils de poèmes et à être journaliste. Et il a écrit des choses tellement stupéfiantes que dès le deuxième livre, ça a été une espèce de bombe atomique dans la littérature viennoise, puisqu'ils avaient tué tous les juifs, il n'y avait plus d'écrivains quasiment. Il n'y avait plus de musiciens et plus d'écrivains. D'ailleurs, elle n'existe plus, l'Autriche, sur le plan intellectuel, depuis qu'ils ont
liquider les Juifs, à part ce Thomas Bernard qui est un génie. Et donc, il a vécu toute sa vie, il est devenu très, 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 très riche, et il a été traduit dans le monde entier. C'était une littérature iconoclaste d'une violence extraordinaire, mais d'une intelligence et d'un humour ravageur. Si on sait lire ça, on n'arrête pas de rigoler, parce que c'est une provocation permanente. Et il a racheté des fermes en ruine, des fermes du Moyen-Âge, mais gigantesques, des trucs. Et alors, comme il était devenu une star, il enjoignait ses éditeurs, s'il voulait un livre, il fallait qu'il lui donne de l'argent pour faire les travaux. Donc il a restauré comme ça 3 fermes gigantesques, et il a toujours été avec cette femme qu'il appelait, c'est magnifique, mon être de vie. Mon être de vie. Et il est enterré avec elle, hein, quand elle est morte bien avant lui, puisqu'elle avait 35 ans de plus que lui. C'était pas sa maîtresse, c'était sa mère. Il appelait sa tante. Hein? Il appelait sa tante, je crois. Oui, que devant les gens, il l'appelait sa tante. Et donc, ils sont enterrés ensemble, oui. Et donc, c'est une histoire absolument extraordinaire. C'est un écrivain, c'est un des écrivains qui m'a le plus marqué, oui. D'ailleurs, je fais une petite anecdote. La première fois que j'ai découvert Thomas Bernard, un libraire toulousain m'a regardé avec attention, un bon moment. Vous voulez lire Thomas Bernard? Je dis oui, je ne connais pas, mais je voudrais. Il m'a dit, vous êtes psychiatre. Et si vous voulez passer un bon moment, je vous conseille de lire mes prix littéraires. C'est sûr, je ne suis pas sûr que vous rachetiez le prix Goncourt après ou le prix Féminin quand vous l'aurez lu. Ah, les prix littéraires, c'est génial. Oui, ça raconte parce que bon, il s'est mis à avoir tout un tas de prix. Et puis, c'était le seul grand écrivain finalement autrichien. Et donc, il pleuvait sous les prix, les récompenses. Et il y allait toujours avec Elgas Stavanicek. Et alors, il méprisait le personnel politique et tout ça. Il avait raison. Il avait le plus grand mépris pour les hommes politiques. Et alors, un jour, on voulait lui donner une grosse somme. Donc, il a dit, on y va. Et donc, comme il trouvait qu'il avait été mal reçu, d'ailleurs, ça m'est arrivé à Strasbourg la semaine dernière, il arrive à l'endroit, je crois que c'est le Grand Prix de la ville de Brême, ou je sais pas. Il arrive, il n'y avait personne pour l'accueillir, rien, comme on l'avait oublié. Donc, il vient à l'endroit où il y a le prix, et puis il se met dans le public, comme ça. Et puis, la salle était bondée, puisque c'était annoncé par la télévision et tout. Et puis, tout d'un coup, les gens qui organisaient disaient « Mais où il est, où il est ?» Et puis, il y a la ministre de la Culture qui arrive et elle dit « Où il est, l'écrivaillon ?» Où il est, l'écrivaillon? Alors, il ne bougeait pas. Alors bon, ça commençait à s'agiter, ça aurait dû commencer une demi-heure plus tôt au moins. Alors ils ont commencé à regarder, puis quelqu'un l'a reconnu avec la vieille à côté. Et alors ils lui ont dit, venez monsieur, venez, venez. Alors il a dit l'écrivaillon, oui, oui. Et alors il est monté sur scène et il a fait un discours, mais ravageur. Et la ministre, elle est foutue le camp au milieu de son discours avec toute sa cour. Et alors, comme le public est moutonnier, ils sont tous partis. Et il s'est retrouvé tout seul avec sa vieille. Et donc, il raconte des histoires comme ça. C'est merveilleux. Un mot pour terminer là, sur le théâtre. J'aimerais que vous nous j'aimerais disiez mieux un mot. qu'on pose des Oui, questions. alors, sur le théâtre. Rosner, Planchot, ils ont compté. Oui, parce que c'était de l'oxygène. Oui, c'était un monde magnifique. Je suis sûre que maintenant, j'aurais peut-être trouvé ringard leur spectacle. Mais à l'époque, pour moi, il n'y avait rien de plus beau. Et donc, c'est vrai, je passais ma vie au théâtre. C'était beaucoup plus intéressant que le lycée, ça, oui. Bien. On va passer la parole à la salle, si vous avez des questions à poser. Enfin, moi, je vous conseille de lire ce livre qui m'a personnellement épaté. Comment a-t-il été reçu par la critique? Vous avez eu des critiques? On a parlé un petit peu quand même. Pas tellement, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que c'est les éditeurs qui décident de quel livre on va... C'est entièrement bidon. Si vous comprenez ça, c'est même pas la peine de regarder. Comment vous dire? D'abord, ils payent les membres des jurys. Ils payent. Ils sont payés. C'est-à-dire sous forme d'avaloirs. Ils écrivent les livres, ils ne les écrivent pas. Et c'est des avaloirs qui sont démesurés par rapport à ce qu'ils peuvent éventuellement vendre. Alors d'une part ça, donc ils sont fidélisés. Et donc il y a ce côté-là. Et puis, si vous regardez maintenant les suppléments culturels des journaux, ils ont fondu. Avant, il y avait de la critique littéraire à proprement parler. Maintenant, c'est des notules comme ça.
sur 2 pages, donc ils ont très peu de place. Donc ils demandent à l'éditeur de quoi tu veux que je parle, lequel tu veux. Tout le reste, j'avais une copine romancière qui disait on va faire le prix du pilon. Voilà, parce que c'est comment vous dire, c'est une immense moi j'admire Christian Thorel avec sa librairie et tout ça. Hein. C'est quelqu'un d'admirable parce que c'est vraiment quand on est de. Enfin, moi des fois et l'éditeur qui m'édite au Seuil aussi, je lui dis vous êtes un saint parce que il édite des vrais écrivains et voilà donc le reste c'est. Moi, souvent, je regarde, comme je fais de la critique littéraire, je reçois des livres et je suis sidérée. D'abord de la baisse du niveau, c'est à peine en français très souvent, et puis même sur le plan du travail éditorial. Alors, il y a des maisons comme Gallimard, Le Seuil, tout ça, ils continuent à fabriquer des livres qui sont relus, où il y a des correcteurs, où c'est quand même de l'editing, hein, ils font leur boulot. Mais il y a des maisons d'édition, il y a des fautes de grammaire partout, des fautes de... C'est même pas de la littérature, c'est rien, quoi. On abat des arbres pour faire ça. Donc, donc, maintenant, ça se passe plus tellement comme ça, le succès des livres. Si, pour les prix, parce qu'ils veulent vendre. Alors là, évidemment, ils montrent la lune à un idiot, ils regardent ton doigt. Donc, tous les ans, ils trouvent n'importe quel livre ils peuvent vraiment fabriquer un succès comme ils veulent. Parce que c'est très facile à faire, en fait. C'est comme de lancer, je sais pas, un slip, des collants, un yaourt. C'est pareil, c'est les mêmes procédés. Donc, il n'y a plus à proprement parler de... Enfin, à part sur des sites, il y a quelques sites qui font de la critique littéraire. Mais ça existe encore aux États-Unis. Vous avez le New York... la New York Times... Review, qui est très bien, et puis surtout en Angleterre, le TLS, le Time Literary Supplement. Alors ça, c'est le meilleur journal de littérature mondiale. Bon, mais en France, il n'y a plus rien. Plus en France. Pardon ? Yeah. Oui, allez-y. Merci. Comme vous parlez de critique littéraire, je voulais savoir ce que vous pensez du magazine, le nouveau magazine littéraire ou le magazine Lire, si vous connaissez. Bien sûr que je connais. non, c'est pareil. Enfin, comment en fait, moi, par exemple, quand je vois par exemple, je lis le magazine Elle, il y a une rubrique culture. Et c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est comme les prospectus de pub pour Lidl voilà. Ou... Mais elles savent pas, d'abord c'est des filles, elles savent même pas écrire, elles ont époustouflant, palpitant. Oui, c'est ça. Ouais, 3 mots, elles ont 4 mots, mettons 5 mots. Et puis, en fait, en plus, j'ai appris ça de la librairie Mola. Alors là, j'étais sidérée parce qu'ils m'ont interviewé, ils ont fait une interview filmée qu'ils ont mis sur leur site. Et alors, j'ai trouvé, le type a fait ça très bien, donc je lui ai dit, c'était vraiment très bien ce que vous avez fait. Alors, il m'a dit, oui, c'est tellement bien que les critiques, comme ils ne savent pas écrire, ils me demandent de leur envoyer le truc et puis ils recopient, ils retranscrivent ce que... Vous voyez, c'en est là. C'en est là. Si, vous pouvez... Il y a les lettres françaises en ligne. C'est bien, les lettres françaises en ligne. Oui. Il y a non-fiction. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais moi, je travaille pour non-fiction, mais on n'est pas payé. Donc, c'est des vrais articles. Vous voyez, les lettres françaises, c'est pas payé. Les gens qui travaillent, c'est pas payé. Donc, une autre question, s'il vous plaît, qui n'a rien à voir, c'est pour savoir si vous continuez à lire en plus de votre métier de critique littéraire, ou est-ce que vous lisez que pour le travail Non, c'est pas ça. Je ne recense que des livres qui m'intéressent. Je regarde ce qui sort, puis je me dis, tiens, ça, je suis capable d'en parler. Je ne suis pas capable de parler de tout, parce que des fois, ça nécessite une culture immense, et je vais pas passer... Je me dis, non, ça va me demander... puis c'est pas ma sensibilité, ou je pense que je suis pas capable de le faire. Mais bon, il y a un grand éventail de livres que je peux recenser, donc c'est le seul bénéfice que j'en tire, c'est de pas payer les livres. Voilà. Donc j'en fais beaucoup, hein, j'en recense beaucoup.
Et vous travaillez tous les jours ou comment vous organisez votre travail? Je fais que ça, en fait. Je passe ma vie. C'est advenu. Alors, j'ai un livre si vous voulez tout savoir. Comme ça, j'ai un livre sur mon bureau. J'en ai un dans ma salle de bain. J'en ai un à la cuisine. Et en fait, je suis toujours en train de lire. En général, je lis 3 ou 4 livres en même temps. Et comme ça, quand je passe d'une pièce à l'autre, j'ai tout dans la tête, évidemment. Donc, je lis au moins 4 livres en même temps. Je les pose à certains endroits. Comme ça, je suis toujours en train de lire. Et puis après, je fais mon papier. Alors, c'est très marrant pour faire les papiers. C'est un peu comme c'est ça, là, quand je me revois adolescente en me disant comment je pourrais écrire. En fait, il ne faut surtout pas penser à ce qu'on va écrire. C'est la création, c'est pas ça. Il y a la création, c'est après que vient la cuisine, hein, évidemment. Mais ça vient tout seul. Moi, des fois, je lis un livre et puis je le lis, puis pendant 15 jours, je n'écris pas mon article, puis tout d'un coup, je m'assois et je l'écris en un quart d'heure. Comme ça, pouf, il sort comme ça. Mais je ne pense pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui écrit à ma place. Et le roman, je l'ai écrit comme ça. Les 400 pages, je m'asseyais et je me disais, c'était comme s'il y avait une conscience au-dessus de ma tête qui l'écrit pour moi. Après, évidemment, il y a le métier, évidemment. À force, hein, en 40 ans, j'ai appris quand même. Mes livres sont meilleurs que les tout premiers, qui étaient un peu naïfs. Mais après, il y a un peu de cuisine, un peu de, comment dire, de vérifier que ça tient bien, quoi, que l'édifice tient debout. Donc, il faut quand même avoir une idée quand même de quoi on part et vers où on va. Oui, quand même. Voilà. Merci. Il n'y a pas de quoi. Et bravo. Merci. Vous êtes formidable et généreuse. Hein. Merci, c'est bien. Non, c'est normal. Mais je suis très pessimiste pour la littérature parce que comme on ne forme plus les enfants, qui va lire? Ou alors on leur apprend à lire des merdouilles. C'est vachement triste. La France, c'est un des plus grands pays de littérature. Quand on pense aux poètes qu'on a en France, on a la chance. Donc, si vous regardez le 19e siècle, c'est un éblouissement. Et les romans et tout. Et que tout ça, c'est fini. C'est fini. Mais c'est de la faute des éditeurs. Hein, c'est des salauds aussi. Avant, l'édition était artisanale. Les gens, c'était des grands bourgeois qui décidaient ou d'acheter des tableaux, ou de publier des livres comme les Gallimard. Maintenant, c'est une industrie. Quand ils ont 3000 employés dans leur maison d'édition, il faut que ça tourne. Et alors, c'est une espèce de chose comme ça, quoi. Il faut que le moloch ait à manger. Et le déficit en lecture aujourd'hui, vous lui imputez une partie du désastre actuel? Non, c'est l'instruction publique. Alors là-dessus, je suis féroce. Ça vient de l'instruction publique. Elle a disparu. Ça ne vous pousse pas à lire? Non, on n'enseigne pas le français. Comment voulez-vous qu'ils lisent? Moi, j'ai plein des copines qui étaient profs de fac. Elles me disent que les gens arrivent en première année. On leur apprend pas la première année. Ils font de la grammaire. On leur apprend le français. On leur apprend à conjuguer les verbes. Ils connaissent que le présent et le passé. Ils connaissent deux et encore pas correctement. Ils connaissent 2 temps. Hein, la France, la grammaire française, c'est incroyable le nombre de. Non, ils connaissent rien et ils n'ont jamais lu un livre en entier. Ils ont lu 10 lignes de Flaubert et encore 3 lignes de Maupassant, 5 lignes de George Sand et voilà. Donc c'est normal qu'on publie des livres comme ça aujourd'hui. C'est juste ce qu'il leur faut. Bien. Bon ben. Je trouve Torel très courageux. Oui. Moi, il y a encore quelques dinosaures encore. Oui, il faut, heureusement. Il y a Mola, Oui, ils ne sont pas très nombreux. Il y a Chan à Paris. Voilà. Il semble aussi moi je le vois, je suis dans le Couserans, il y a quelques petites littératures régionales aussi, des gens qui, dans les villages, commencent à écrire des premiers romans qui ne sont pas si mauvais que ça. 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 J'en ai lu quelques-uns. Voilà. Merci et bonne soirée à tous. Merci.
Le roman de Myriam Anisimov, Oublie-moi 5 minutes, est publié aux éditions du Seuil. Chez ce même éditeur, elle a fait paraître Sa Majesté la Mort, Jour nocturne et Les yeux bordés de reconnaissance. On lui doit aussi, entre autres, les biographies de Romain Gary le caméléon chez Julliard en 2004 et Romain Gary l'enchanteur aux éditions textuelles en 2010. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée samedi 11 décembre 2021 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.